monde est ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous et ce nouveau numéro d'En roue libre avec évidemment l'équipe de 40 millions d'automobilistes. J'ai nommé à ma gauche, ce qui sera à votre droite pour vous, Pierre Chasseret. Salut Pierre. C'est un tonnerre d'applaudissements. Ça fait... Ouais, quand même, vous pourriez jouer le jeu derrière. Non, c'est mort. Il y en a un qui applaudit. Ça va? Ça peut aller. Bonjour Jade. Salut. Alors, on va juste préciser que Louane n'est pas là cette semaine puisqu'elle est à l'école, voilà, mais que nous retrouverons Gabin également en notre compagnie. On y va? C'est parti, parce qu'il va être question de permis. Alors, les questions que l'on peut poser, ai-je le droit par exemple de rouler comme je veux sur la voie du milieu? On aura la réponse tout à l'heure. Est-ce que puisqu'on parle de permis, c'est devenu quelque chose de très luxueux ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne peut toujours pas se passer en 2024, par exemple? Puis on va retrouver Pierre qui va râler, parce que c'est un râleur né. Allez, c'est pas vrai. La petite vadrouille de Jade sera également au programme de notre rendez-vous. On roule maintenant, alors c'est parti. Et pour débuter notre rendez-vous ce matin, alors vous l'avez constaté, hein, c'est un tout petit peu plus chaud qu'en début de semaine, mais alors qu'est-ce qu'il a fait froid? On en parlera d'ailleurs. Hein. Pour l'heure, on va parler avec Jade de l'autoroute à flux libre sur la 13. C'est quoi ce délire? Alors, à partir de la mi-décembre, il n'y aura plus de barrière de péage sur l'autoroute. Donc on passera à l'autoroute à flux libre. Donc vous pourrez payer, vous passez directement et vous pourrez payer ensuite dans les 72 heures, soit directement en ligne, soit avec un badge de télépéage évidemment, ou alors dans les bureaux de tabac avec de l'espèce ou une carte, peu importe. Ouais, parce qu'il y en a encore qui sont quand même très hostiles au paiement par carte ou par application mobile ou par Internet. Donc c'est vrai que la solution bureau de tabac, c'est vrai que sur le papier, ça fait un peu sourire parce que on se dit que c'était peut-être pas nécessaire, mais globalement, il y a beaucoup de gens, ça va rassurer. Mais c'est la 13, hein, c'est celle qui part en Normandie. Ouais, et par exemple, de Paris à Caen, je crois qu'il y a 5 péages. Moi, j'aimais bien m'arrêter, ça me faisait arriver en Normandie tranquillement. Après, ça fait plus de fluidité pour le trafic. C'est clair. C'est quand même plus pratique. Après, maintenant, reste à l'État de faire beaucoup de communication pour prévenir les automobilistes. Oui, parce que alors moi, j'en connais une qui s'est fait avoir quelques fois. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune communication. Tu changes les habitudes de consommation de la route des Français et tu préviens personne. Donc ça peut pas fonctionner. Il faut que l'État ait le courage de dire toutes les autoroutes vont passer en France à flux libre. Attends, quand on y réfléchit, Lolo, imagine, tu es sur l'autoroute, d'un seul coup, tu t'arrêtes, tu prends un ticket, la barrière se lève, c'est du budget aussi, il faut entretenir les barrières, c'est pas pour rien. Ensuite, on roule, tu sors ton ticket, chérie, j'ai mis où le ticket, j'ai mis où la carte bleue, tu repasses ton ticket, ta carte. Si on a des entreprises, il y a le ticket pour les notes de frais. Ensuite, ça n'a pas de sens. Ouais. Je crois que la solution, il n'y en a qu'une. Hein. Oui, mais ça faisait des emplois quand même. Mais emploi de quoi? Il y a personne qui lève la barrière, hein. Elle se lève toute seule. Ça marche pas. Mais ça veut dire qu'ils vont enlever les 5 barrières de péage qui existent sur la 13. Ouais, plus rien. C'est ça. Il y aura juste un portique au-dessus qui pourra scanner ta plaque d'immatriculation. D'accord. Et donc ça, c'est à partir de mi-décembre, ça va se mettre en route. Bon, bah moi, je vais aller bientôt en Normandie, donc il faut que je me prenne... C'est mieux de prendre un petit boîtier. Bah, le badge. C'est le plus pratique. Le petit badge. Ouais, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'intègre pas le badge à l'achat, par exemple, déjà des véhicules neufs. Ce serait pas idiot, comme ça on est tout de suite équipé. Tu achètes ta voiture neuve et ça veut dire que d'ici 15 ans, voilà, le temps qu'il y ait le renouvellement naturel du parc, eh bien tout le monde serait équipé, on se pose plus de questions. Pardon, mais on vire les barrières, ça suffit quoi. On est le seul pays à faire ça. On les intègre directement sur les téléphones portables, en application. Ouais, puisque maintenant on paye bien avec notre carte, donc... Bah, de toute façon, ça finira comme ça. Hein. Ouais, il y a des chances. Bon, bah en tout cas, vous l'avez compris, hein, si vous allez vous balader du côté de la Normandie ou si vous faites d'ailleurs l'aller-retour assez régulièrement, hein, parce qu'il y en a plein qui arrivent de Vernon, qui viennent travailler en Île-de-France, attention à partir de mi-décembre. C'est ça. Voilà, péage à flux libre sur la 13. Bon, on va parler d'autre chose suite à ce qui s'est passé mercredi dernier avec le procès de Pierre Palmade et c'est une occasion pour toi de revenir sur la consommation de stupéfiants au volant. Oui, c'est ça. On va pas reparler directement de l'accident de Pierre Palmade en soi parce que on va laisser le temps du jugement. Je pense que j'ai lu aussi dans la presse qu'il exprime beaucoup de regrets évidemment pour son comportement et les conséquences que ça a eu par rapport à la famille, à ce petit bébé qui est né ou pas né. Et ça, c'est toute la question du procès. Autour de ça, moi, ce que j'en retiens au titre de 40 millions d'automobilistes, c'est les stupéfiants au volant. Parce que je vais te raconter une anecdote que tu connais déjà, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Quand j'ai commencé à 40 millions d'automobilistes et que j'expliquais que les stupéfiants au volant, c'était le cancer de la sécurité routière, on me riait au nez. Notamment dans les instances nationales du Comité national de la sécurité routière, on me disait « Monsieur Chasseret, vous avez rien compris. Les stupéfiants au volant, c'est pas grave, parce que si on est sous stupéfiant, on ralentit, on roule moins vite, donc on meurt moins. »
Non, je te jure, hein, vraiment, c'était ça ce qu'on me disait. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est 15 ans plus tard, ça fait une quinzaine d'années que je suis arrivé, et je me rends compte que les accidents mortels de la route impliquent, parce qu'à chaque fois que vous avez un accident mortel, il faut savoir qu'il y a des prélèvements sanguins qui sont effectués pour voir le taux d'alcoolémie et le taux en stupéfiants. Les stupéfiants sont impliqués dans quasi un accident mortel sur 4. Entre 1 sur 4 et 1 sur 5. Alors c'est jamais une seule cause. Ça peut être alcool plus stupéfiant, ça peut être... Mais très objectivement, qui peut imaginer une seule seconde que consommer des stupéfiants soit en adéquation avec un bon comportement routier. Donc je crois que quand on arrive à ce niveau de statistiques, il est évident que il faut qu'en France, on saisisse un petit peu la perche là. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle stupéfiant qui est effectué sur les routes de France. Est-ce que tu sais, tiens, par exemple, qu'il y a quasiment 1 million de contrôles stupéfiants qui sont réalisés sur les routes en France chaque année. Ah bah non, je savais pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais été testé. Oui, bah parce qu'on roule pas. En fait, les contrôles, ce type de contrôle, ils sont ciblés. Ça va être à certains endroits, certains moments. Ce qui fait que nous, bah oui, on a plus l'âge, quoi. Donc, on est plus ciblé directement par ces contrôles. Mais ils existent bel et bien. Ils sont sans doute pas assez nombreux, c'est évident. Mais je pense qu'il va falloir une grande campagne de communication sur les stupéfiants. Ça passe... malheureusement, par ce type d'événements tragiques qui vont peut-être permettre des prises de conscience. Je te le souhaite également. Merci en tout cas d'avoir fait le point sur cette actu dans le rétro. C'était un peu l'actualité de la semaine. Et tout de suite, eh bien, on va rester avec l'ami Pierre parce que je crois qu'il va sortir de sa piste. Enfin, ça s'appelle presque comme ça. Et dans ce rendez-vous, Pierre, on va revenir évidemment sur un peu ce qui s'est passé en termes de météo cette semaine avec les premiers flocons de neige. Oui, bonne nouvelle hein, pour ceux qui partent faire du ski. C'est peut-être de bon augure hein, pour ceux qui vont partir skier. Par contre, ma petite sortie de piste de la semaine, allez, je joue le jeu de mots, c'est pour tous les usagers et pour nous, les automobilistes, certains d'entre nous, qui montent sur l'école pyrénéen, l'école des Alpes et l'école du Massif central avec leurs tongs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Une voiture, elle a besoin de pneumatiques comme nous, on a besoin de chaussures. Ce qui me gêne, c'est qu'on va avoir, quoi qu'il arrive, et on en a déjà eu cette semaine, des automobilistes ou des camions qui vont se mettre en portefeuille sur la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre voiture, elle part sur le côté. Pourquoi? Parce que vous avez glissé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les pneumatiques adéquates. Alors pour beaucoup, je sais que beaucoup d'entre nous, vous, vont se dire... Ouais, mais bon, on va mettre des chaînes dans le coffre et puis c'est bon, ça passe vis-à-vis de la réglementation. Eh ben oui, alors ça passe vis-à-vis de la réglementation, mais pas du bon sens. Ouais. Parce qu'en fait, votre voiture, elle a besoin de sortir équipée avec des chaussures qui sont adaptées au temps qu'il fait dehors. Allez, ma sortie de piste de la semaine, elle est donc pour le ministère des Transports qui ne dit absolument rien. Alors je vous la fais simple, tous les ans, on a l'obligation d'être équipé de pneus hiver ou d'un dispositif dans le coffre si on passe par des zones montagneuses. Et tous les ans, le ministère repousse la verbalisation. Je dis pas que je souhaite une verbalisation, je dis juste que si le ministère ne verbalise pas, Laurence, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la communication et qu'ils s'en rendent compte à J-2. Tu vois, ils arrivent dans le bureau, et là t'as le ministre qui dit, t'as son charge de mission, tu lui dis, dis-moi, dans 2 jours, c'est la verbalisation, on fait quoi? Oh merde, on n'en a pas parlé de l'année. Bon, ben on repousse d'1 an. Ça fait 3 ans qu'on repousse d'1 an. 3 ans qu'on n'a pas un ministre des Transports qui est capable de lancer une communication pour éviter des accidents. On nous fait le jeu de la sécurité routière à tout va. Il faut faire attention à tout. On change les panneaux de 90 en 80 pour sauver je sais pas qui. Mais par contre, pour ce qui est de faire la promotion d'équipements qui vont sauver des vies sur la route, il n'y a plus personne. Donc objectivement, mon coup de gueule, ma sortie de piste de la semaine, c'est pour le job gouvernemental qui n'est pas fait. C'est bien beau de demander aux automobilistes d'avoir de l'attention au volant. Et bien sûr, à nous d'avoir les bons pneumatiques. Mais tu sais que pour beaucoup, il faut aussi le marteler. C'est au moment du changement de pneumatique qu'on doit l'avoir en tête. Et comme je dis toujours, quand on change les habitudes des Français pour rouler, il faut les prévenir. Donc, aujourd'hui, on s'y met. Il faut une communication autour des pneus hiver. Il existe des pneus 4 saisons homologués hiver qui fonctionnent au top, qui vous font faire des économies parce que dans le temps, ils coûtent moins cher que les pneumatiques chinois de mauvaise qualité. Non, on oublie ça. Donc très objectivement, intéressez-vous aux pneus hiver, ça vous évitera de rester coincé sur la route. Et puis surtout, on n'oublie pas qu'à partir du moment où on descend en dessous des 7 degrés, ce serait déjà bien d'avoir des pneus ou 4 saisons ou pneus hiver parce que l'adhérence par rapport à la route n'est pas la même et qu'à partir du 1er novembre, depuis le 1er novembre, nous sommes sous le coup de la loi montagne. Et c'est là où tu râles, c'est qu'il y a la loi montagne. Dans plus d'une trentaine de départements, on doit avoir des pneus adaptés. Et sauf que si on les a pas, à la limite, c'est pas grave, il n'y a pas de PV.
Par Ça peut pas contre, fonctionner. attention, vos assurances, si vous avez un accident, Ah, là, peuvent ça fait mal. refuser de vous couvrir si vous n'avez pas les bons pneus dans les bons endroits avec la loi montagne. Merci Pierre. Allez, dans quelques instants, on va retrouver notre avocat spécialisé en droit routier, Maître Yoska, dans notre chronique Permis, pas permis. Et on va savoir si on a le droit de circuler comme ça, à l'envi, sur la voie du milieu. À tout de suite. Allez, pour notre rendez-vous, nous accueillons Maître Yoska, avocat spécialisé en droit routier. Bonjour Maître. Bonjour tout le monde. Avec une question qui doit vous intéresser parce que ça m'arrive de le faire aussi. Gabin, je te laisse la poser. Bon, Maître Yoska, j'avais une question, c'était peut-on rouler à l'envi sur la voie du milieu? Oh, mais on parle bien. À l'envi. À l'envi, oui, ça fait très 18e, c'est bien. Enfin, allez, son dire, il parle bien avec sa bouche. Alors, je vais vous dire, non, on peut pas rouler à l'envi sur la voie du milieu, pour la bonne et simple raison que la voie du milieu, c'est normalement la voie qui va vous permettre de dépasser un véhicule qui est sur la voie de droite, d'accord? Donc, normalement, la voie de circulation, c'est la voie de droite. La voie du milieu, c'est celle qui va vous permettre de dépasser. Et la voie de gauche, c'est celle qui va vous permettre de peut-être faire un dépassement un peu plus lointain, un peu plus rapide, et quand surtout il y a de la circulation. Donc non, on peut pas rouler à l'envi. Faites attention, parce que c'est une infraction qui est un peu vacharde, à mon sens. Parce que à l'envi, ça veut pas dire grand-chose en fait. C'est plutôt le problème est dans la formulation de la question, mon cher ami. Alors, comment vous la formuleriez-vous? Est-ce que si on est attrapé par les forces de police en train de rouler sur la voie du milieu, comment peut-on s'en sortir? Parce que il arrive un moment où si vous dépassez, vous êtes forcément sur la voie du milieu. Et que si les forces de police vous attrapent à ce moment-là, ben, ils vont vous dire vous roulez sur la voie du milieu. Alors vous auriez dû rouler à droite. Alors qu'il y avait de la place pour se remettre Exactement. à droite en plus. Donc, bien évidemment, il faut pouvoir arguer du phénomène que vous venez de dépasser un véhicule et que vous alliez vous remettre sur la voie de droite, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est justement le problème, c'est que si vous contrôlez à ce moment-là, au moment où vous venez de dépasser, et que vous n'avez pas remis immédiatement votre clignotant pour revenir sur la voie de droite, on va pouvoir vous connaître cette contravention qui fait l'objet simplement d'une amende sans retrait de points, mais c'est toujours désagréable. Mais alors, je peux me permettre de mettre un pavé dans la mare Allez-y. sur la voie du milieu. Qui a déjà été verbalisé pour rester sur la voie du milieu? Moi, je n'en connais aucun. Si vous en connaissez un, il est devant vous. Moi, j'ai déverbalisé pour être resté sur la voie du milieu. C'était où? Racontez-nous. C'était il y a très longtemps, c'était juste après le péage de Lyon. Il y avait personne sur la route, mais vraiment personne. Donc je me mets tranquillement sur la voie du milieu et je laisse défiler, bien évidemment, à la bonne vitesse, vous vous en doutez, vous savez Bien que je suis sûr. pas accoutumé des excès de vitesse. Je n'en doute pas. Et je vois une estafette de gendarmes revenir vers moi, et puis d'un seul coup, je les vois mettre le 2 tons, donc je me dis, bon, ils vont me dépasser et tout. Et puis ils se collent derrière moi, et ils me font signe de sortir à la prochaine. Bon, donc je sors à la prochaine, je dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous n'êtes pas les douanes, vous n'êtes pas... Qu'est-ce que je peux J'ai faire rien pour fait. vous? Qu'est-ce qui se passe? Je roulais tout à fait normalement, à une vitesse tout à fait correcte, et il me dit, monsieur, vous rouliez sur la voie du milieu. C'est pas le titre d'un film, hein, mais Non. ça pourrait. Non, mais c'est assez étonnant, Ouais. parce que c'est une infraction qui est très peu usitée, Ouais. qu'on voit très rarement. C'est une infraction sans retrait de points, donc c'est vraiment, bon, j'ai envie de dire, c'est une infraction qui n'a pas beaucoup de sens, surtout quand vous êtes le seul sur la voie du milieu. Oui, en plus. Si vous avez personne à perte de vue devant, derrière, Mm, mm. où est la difficulté? Ceci étant dit, par contre, quand il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, ou tout du moins que ça roule bien, et qu'il y en a un qui reste, ou deux qui restent sur la voie du milieu, alors qu'ils pourraient se mettre sur la voie de droite, c'est très énervant. C'est très énervant, C'est ça très risque énervant. un carambolage, et surtout, vous allez créer tout de suite un embouteillage. Ben, c'est ça. Alors vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de retrait de points, mais l'amende elle s'élève à combien? Alors, elle est de 35 € habituellement, si elle est minorée 22 €, et si elle est majorée 75. D'accord. Vous vous rendez compte que c'est quand même une amende qui va vous coûter 75 € pour quelque chose qui est vraiment, j'ai envie de dire, assez subjectif. C'est gênant. Oh, subjectif, je suis pas d'accord, moi, quand je suis derrière des gens qui ne savent pas se mettre sur la voie de droite alors qu'il y a personne et qu'ils embêtent tout le monde. Oui, mais quand vous avez personne devant, personne derrière, sur des kilomètres, c'est assez Oui, subjectif. oui, pour vous, ce qui vous est arrivé. Mais oui, C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. c'est l'impression que ça m'a donné. Merci beaucoup, Maître Yoska, avocat spécialisé en droit routier. À bientôt.
Et il est arrivé à nos côtés, c'est l'ami Gabin qui nous rejoint. Salut Gabin. Salut Laurent, salut Pierre, ça va? Et toi? Salut, Gabin. Ça va super. Alors c'est quoi ce truc? Si vous nous rejoignez pour la première fois dans l'émission en roue libre de 40 millions d'automobilistes, c'est Gabin qui adore nous dénicher ou des panneaux ou des signalisations qu'on connaît pas bien. Et il aime bien nous, comment on dit, nous piéger. Ouais, piégé, oui. Piéger. Alors Gabin, c'est quoi aujourd'hui? Et bon, aujourd'hui, c'est pas un panneau, c'est une signalisation présente sur la route. Et c'est celle-ci. T'es sur la montagne là, vu l'environnement. Alors, Ouais. c'est... Vu l'environnement, t'es sur la montagne là, regarde, on a des... Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Mais c'est quoi que tu veux? Juste le rouge ou également les dents? on va se focaliser sur la ligne rouge. Ah, on se focalise sur la ligne la rouge. ligne rouge. Alors, la ligne blanche, ça veut dire tu dépasses pas. Ouais. Deux lignes blanches, ça veut dire tu dépasses pas, tu dépasses pas. Ok. Tu dépasses pas. La ligne rouge, c'est si tu passes dessus... Mais c'est en France, ça? Alors, Laurence, très bonne question. Ah oui, Bien joué à quand toi. Pour l'instant, c'est en Espagne. Cette ligne rouge, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et ben en fait, vous savez, en France, on a les lignes blanches qui interdisent les automobilistes de dépasser donc quand elles sont présentes sur la route. Et cette ligne rouge, elle fait le même boulot que ces lignes blanches. Donc, ça sert à rien. Et ben si ça sert. Bah Parce oui. qu'en fait, on a inventé cette ligne rouge parce que le rouge est plus vif comme couleur et donc ça permettrait une diminution des accidents Ah. et peut-être un ralentissement des vitesses Alors, des automobilistes. Et cela D'accord. dit, C'est pas bête. ouais, en fait, ça empêche. C'est un rôle de terre-plein central, mais bas, quoi. C'est par ça. terre. Et avec le rouge, et ben, vu que c'est plus visible, et ben, les automobilistes auront plus de mal à. C'est plus visible que nos En premier fameuses dépassement. lignes blanches. C'est ça. D'accord. Question simple. Et à qui c'est arrivé de se faire dépasser par quelqu'un qui dépassait sur une ligne Oh continue? oui, moi ça m'est déjà Ah, arrivé. moi, ça m'est déjà Ah ouais, arrivé. ça Ouais. m'est déjà arrivé Et à aussi. chaque fois, ça me rend dingue parce Bah que ça intervient dans des zones où c'est hyper dangereux. Mm. Alors, à titre perso, je sais pas si ça viendra en France, mais je me dis que le type qui me dépassait sur des lignes blanches, que la ligne soit blanche, rouge, bleu Oui. ou toutes les couleurs Tu que le tu feras. veux, Il l'aura fait quand même. ça changera pas le Sauf problème. que là, ce que tu dis, Gabin, c'est qu'ils se sont rendus compte que le rouge avait plus d'impact sur le côté cognitif. Ouais, c'est C'est ça, exactement. Voilà, Et en l'interdit, plus du de coup, servir de anti-dépassement, et ben, ça peut servir aussi pour abaisser la vitesse des automobilistes. D'accord. Cette ligne rouge. Donc pour l'instant c'est en Espagne, mais le gouvernement français a dit que si il y avait moins de dépassements, donc si cette ligne rouge Faisait son office. c'est ça, Ouais. faisait son office, et ben il la testerait en France. Ok, pourquoi pas. Ouais, non, mais c'est pas idiot parce que tu sais aussi que c'est ce qu'on appelle le truc des French Avenue. C'est quand tu réduis l'impression et le champ visuel d'une route, en fait, ça implique du coup dans le comportement des automobilistes une baisse de la vitesse, typiquement. Et c'est pour ça qu'il faut garder les platanes sur les routes. Il faut pas, Ouais. c'est pas la faute des platanes. Les Non. platanes, ça traverse pas les routes. Hein. Quand on met par exemple des arbres sur les côtés des routes, on va rouler moins vite. Ouais. On va réduire naturellement. Il n'y a pas besoin de radar, il n'y a pas besoin de tout ça. Tu perds jusqu'à 7 km/h. Waouh. Juste en réduisant le champ visuel. Si tu peins des bandes blanches au sol et que tu donnes à l'automobiliste l'impression que sa voie est plus réduite sur la route, tu baisses aussi les vitesses. Donc je me dis, si en plus le rouge, ouais, tu fais appel Ouais, au ouais, côté carrément. interdit, danger, écoute, Ouais, pourquoi pas. Ah, on l'a dit ensemble. Merci beaucoup, Gabin. Allez, et puis évidemment, vous retrouverez toutes les informations régulièrement En roue libre. Tiens, d'ailleurs, je vais vous parler, vous qui peut-être découvrez l'émission, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, hein, c'est tout simple, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Si vous aussi, vous avez remarqué dans un autre pays ou même en France une signalisation qui vous interroge, vous nous l'envoyez par mail ou par message, comme ça tu feras des recherches. C'est ça. Eh ben c'est cool. Allez, tout de suite, eh bien, on va garder Gabin puisque c'est le moment de sa passion auto. Pour notre rendez-vous passion, en tout cas pour le rendez-vous de Gabin, moi j'aimerais simplement que tu nous redisses, que moi je pense toujours à ceux qui viennent d'arriver pour la première fois. Où est-ce que tu nous emmènes quand tu parles de ces sujets-là? Je vous emmène chez Autopassion, donc avec Vincent pour cette chronique Passion Auto. Voilà, et Autopassion, c'est une brasserie qu'on aime beaucoup. Ouais, très sympa. Porte d'Orléans. Ouais, alors, Boulevard Brune. Ouais. décor à l'intérieur, des voitures, des tables en moteur Ouais, avec, c'est magnifique. avec des Et puis vitres surtout, dessus. la Formule 1 au plafond, et ça c'est magnifique. Ouais, mais vraiment, c'est chouette. Et puis, on peut s'amuser avec Simulateur. les Les simulateurs. simulateurs, ouais. Bon, allez, on y va, on te rejoint. Pour l'instant, on ne dévoile pas la voiture que vous allez nous proposer tous les deux. Salut Vincent, Salut Gabin, tu vas bien? très bien et toi? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un de mes films d'enfance. On en a parlé la dernière fois avec Sally et c'est le film Cars qui, je crois, s'est inspiré des NASCAR pour faire Flash McQueen, c'est ça? Bien sûr. Le NASCAR, fondé en 1949 par Bill France,
Aujourd'hui, 3 écuries, Chevrolet, Ford et Toyota. Ah ok, avec 3 écuries, d'accord. Ouais, il y a que 3 écuries qui participent au championnat de NASCAR. Ok. C'est des châssis un peu comme des châssis tubulaires. En fait, il y a des règles un peu comme en F1. Tu dois avoir un châssis, t'en mettre, ainsi de suite. Donc tout le monde part sur une base de châssis qui est un peu la même. Et après, chacun porte ses évolutions pour avoir plus ou moins de performance sur les voitures. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est très réputé aux États-Unis. C'est un championnat de voitures qui attire des foules, c'est ça? Beaucoup suivi, même en France, hein, il y a des passionnés de NASCAR. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai souvent des équipes de clubs de NASCAR qui viennent regarder le NASCAR ici. Ouais, c'est comme la Formule 1 en Europe un peu. Ouais, exactement, un peu moins populaire, mais ça marche bien. Et on est sur des voitures, des moteurs, pardon, des V8, 5 litres 86, plus de 700 chevaux en général, et pour atteindre des vitesses de plus de 320 km/h. Ah ouais, quand même. Ça y va, quoi. Faut être prêt mentalement pour aller dans cette voiture. C'est dangereux. Bon, du coup, pour parler du film Cars, ça, je te l'avais dit la dernière fois quand on parlait de Sally dans Cars, mais pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode de Passion Auto, les créateurs de Cars, ils ont parcouru des milliers de kilomètres dans toute l'Amérique pour créer cette ville de Radiator Springs, donc la ville dans Cars, et pour avoir vraiment cette atmosphère incroyable qu'on retrouve dans ce film d'animation, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est réussi, hein, c'est vraiment sympa. J'espère qu'ils ne sont pas allés aussi vite que les NASCAR, parce que sinon ils n'ont pas vu grand-chose. D'ailleurs, les animateurs, ils ont porté des attentions très particulières à comment dessiner les voitures et les expressions qu'elles leur donnaient. C'est pour ça qu'on retrouve ces expressions très marquées dans Cars, quand il tire la langue, quand il a ses yeux qui se baissent, etc. C'est vrai que c'est très bien fait. Ouais. Oui, et puis on a ce côté humain qu'on retrouve dans la voiture et ça crée cette attache en fait à ces voitures, comme Martin, Sally, effectivement Cars. Et c'est un des premiers films Pixar à utiliser des animations comme ça. Ils ont joué sur le reflet des lumières sur les voitures, comment tracer les rétros, etc. Donc c'est quand même incroyable. Bon alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu forcément ce film Cars, il y a une bande son que je vous invite à écouter qui est incroyable, et la musique Our Town, du coup la musique de Cars, elle a été nominée comme la meilleure musique de film d'animation en 2007. Ah, top. Et ça participe à toute cette atmosphère qu'on peut retrouver dans ce film d'animation. Il y a eu combien d'épisodes d'ailleurs? Il y a eu 3 épisodes. D'accord. Cars 3 où à la fin, bon, je vais pas spoil. Regardez le film d'animation, on en reparlera dans les commentaires. On va regarder ça. Ça marche. Bon, merci beaucoup Vincent. Merci à toi. À la semaine prochaine. Ça roule. Et vous, dites-nous c'est quoi votre film d'animation préféré dans les commentaires. Personnellement, c'est Cars. Oh là là, dis donc, ça me fait repartir avec, non pas mon enfance, parce que j'étais déjà adulte, mais celle de mon fils. C'était quelle année d'ailleurs? 2006. Ah, C'est vous parce que moi j'avais que 2 ans et j'ai tout regardé, les 3 Cars, j'y connais par cœur, c'est mes dessins animés préférés, quoi. ouais, très Ouais, bien. et puis, tu vois, tu connais mon fils, hein, Clément? et Mathieu, qui est né en Mathieu, mais 2008. Et Mathieu, lui, en 2008, c'est fou. C'est-à-dire que cette voiture-là, elle continue quand tu vas à la sortie de l'école, parce que j'ai un petit bout aussi, tu continues à avoir des gamins qui ont tous le sac Flash McQueen. Ah, excellent. Ça et la patte patrouille, c'est quand même les jouets hors normes, et à chaque fois, il y a un point commun, hein. C'est des voitures. Tiens, C'est vrai, à moi de te sécher sur le cinéma. dis-moi. Alors, Cars, il y en aura un pour les 20 ans l'année prochaine ou pas? Moi je pense que non, ce serait trop de faire un 4 quand même. Non Pourquoi? Quoique ça me ferait quand même bien plaisir, hein, j'avoue. Et Ouais, moi apparemment- j'aimerais bien. Apparemment, c'est dans la tuyauterie. Ah, Ouais, c'est c'est dans la cool. tuyauterie. Un 4? Ouais, ils Trop bien. veulent faire un Cars 4 qui pourrait sortir pour les 20 ans, mais le secret semble très très bien gardé du côté des studios Pixar. Mais moi, j'en connais 2-3 qui attendent. Et c'est dingue parce que moi, j'attends, parce que je l'ai découvert avec Mathieu. Mathieu, comme toi, à mon avis, vous serez tous les deux dans la salle de cinéma. Moi si Cars 4 il sort, je vais direct au ciné, c'est sûr. Ah bah j'y vais aussi. Et crois-moi que ça fait un bail que je suis pas allé, mais Cars, c'est fantastique. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait replonger dans l'histoire de Flash. Et puis, on va attendre l'année prochaine. Ceci étant dit, je pense qu'ils vont encore toujours beaucoup plaire pour les fêtes de Noël. Ah, mais à Noël, ouais. pour les gamins, ça Ouais, marche. ouais. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y aura vraiment un Cars 4. C'est que ça, le succès commercial des objets dérivés, des produits dérivés de Flash McQueen, c'est sans doute le personnage le plus connu des studios Pixar, je crois, Ouais. avec Toy Ah ouais, Story Sûrement, peut-être. bah oui, Voilà. forcément. Donc ça, ils sont pas prêts de l'abandonner. Hein. Quand ça va plus se vendre, il y aura Cars 4. Bon, en tout cas, on l'a bien compris, Pierre est aussi fan de Cars que ce soit Gabin ou même ses 2 fils, Mathieu et Clément. Merci pour cette belle balade. De rien Laurence. Merci à Vincent de nous accueillir régulièrement chez Autopassion, donc Porte d'Orléans à Paris. Et puis quant à nous, on va retrouver Pierre, mais pas avec sa voiture, mais avec quelque chose qui le gonfle. Et c'est la chronique qui suit.
Alors, tu vas en profiter là maintenant dans cette émission en roue libre pour encore pousser une petite sur l'état des routes en France? Oui, pas que, et puis je vais aller plus loin. Je vais taper aussi un petit peu sur les instances gouvernementales et sur ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Pourquoi? Je t'emmène sur l'autoroute, autoroute A15. Ok. Sur cette autoroute, une automobiliste à la roue qui fait poumf. Elle tape dans un nid de poule, ou plutôt ce que j'appellerais pour ma part un cratère. Le problème de ce cratère, c'est que son pneu va éclater. Derrière, son comportement est le bon. Elle décide de déposer plainte. Ah. Suite à ce dépôt de plainte, les services de l'État vont revenir vers elle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui proposer, contre le fait qu'elle s'écrase, de lui rembourser l'intégralité des travaux sur son véhicule. La réaction de cet automobiliste, génial. Je vous adore, madame. Quel courage. C'est-à-dire que sa réaction a été de dire non, non. Non, non, je dépose pas ma plainte. Parce que c'est pas normal d'avoir un réseau autoroutier aussi dégradé Je en dépose France. pas, je garde ma plainte. Elle voilà, elle garde sa Retire plainte. sa plainte. Elle ne retire pas sa plainte. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va appeler les médias. Et donc, voilà comment cette affaire a filtré progressivement dans les médias et que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et aujourd'hui, de fait, encore un petit peu plus. Et moi, ça m'évoque quelque chose. La disparité entre, d'un côté, les autoroutes qui sont gérées par l'État, où c'est objectivement dramatique, et les autoroutes qui sont gérées Par les sociétés par les privées. sociétés d'autoroutes, où on peut dire ce qu'on veut, mais quoi qu'il arrive, on a des billards Ouais. et on a des autoroutes de très grande qualité qui sont parfaitement entretenues. Mais c'est bien que tu fasses la précision parce que quand tu me racontes cette histoire au début, dans ma tête, je me dis, mais j'ai jamais eu un cratère ou un nid de poule sur une autoroute. Ah ouais. Celle gérée par l'État, c'est dramatique. Ah comme bah la oui. 15. Et d'ailleurs, il y avait eu un rapport parlementaire du Sénat. J'avais d'ailleurs été auditionné avec 40 millions d'automobilistes et le résultat était très simple, hein. C'était que les autoroutes qui étaient gérées par l'État n'étaient pas du tout au niveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à ce jeu de dupes Ouais. là, à garder des autoroutes de l'État où on n'arrête pas de baisser les vitesses, soi-disant pour l'environnement, et en fait la réalité c'est juste qu'elles sont dans un niveau d'entretien dramatique, t'en sais quelque chose par les autoroutes que tu prends, et certaines nationales qui sont dans un état absolument apocalyptique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on décide une fois pour toutes en France de se dire, voilà, l'État n'entretient pas, c'est un massacre, on va avoir des autoroutes de très mauvaise qualité, peut-être qu'il est temps de les concéder. Voilà. Et, du coup, la plainte de cette dame, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir, mais en tout cas, force est de constater que l'État sera condamné à la réparation et que ça jette quand même une fois de plus le discrédit sur l'État gestionnaire du réseau autoroutier. On a certainement des amis bretons qui nous regardent. Vous avez vu, il n'y a pas d'autoroute gratuite en Bretagne. Il y a des nationales. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des autoroutes. Il n'y a pas d'autoroute où vous pouvez circuler à 130 km/h de manière gratuite. Donc on se retrouve avec, pour ceux qui connaissent, si on part de Rennes, on va aller à Saint-Malo. Belle balade entre nous. Hein. Mais c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Comment ça peut être digne de la France? On ne peut pas continuer à avoir des routes dans cet état-là. Mais après, on n'a plus, enfin, les régions, les départements, et non plus les moyens de réparer. Alors là, temps mort. Parce que ça... Non, mais alors là, c'est le truc qui m'énerve. La génération de nos parents, de nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé le pognon pour construire. Et nous, on n'a pas le pognon pour entretenir. Ah, il va falloir qu'on m'explique un truc. Alors c'est sympa les mesures écolo, machin, faire des tramways à Besançon, je trouve ça très drôle. Sauf qu'au final, ça sert à rien. Ce que veulent les Français, donc 40 millions d'automobilistes qui en ont besoin, c'est un réseau routier de qualité sur lequel on n'y laisse pas un pneu et une jante. Eh bien c'est ce qui s'est passé à cet automobiliste qui a eu beaucoup de courage d'aujourd'hui de faire un dépôt de plainte contre l'État. Voilà. Et ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Évidemment, on vous tiendra informé dès qu'il y aura du nouveau sur cette histoire. Merci Pierre. Allez, à suivre maintenant. Tiens, on va parler du vrai, du faux. Et on va parler du permis de conduire en 2025. Est-ce que ça va être un luxe ou est-ce que c'est un besoin vital? Allez, on va parler de ce permis de conduire pour 2025. Est-ce que ça va devenir un vrai luxe? Et est-ce qu'en même temps c'est vital? La question que l'on va poser, luxe ou besoin vital? Et c'est un sujet que tu as voulu parce que 40 millions d'automobilistes, vous vous préoccupez aussi de nos futurs automobilistes. Oui, et puis aussi parce que je suis tombé sur une statistique, Laurence, qui m'a fait froid dans le dos. Alors attention, j'ai pas la prétention de tout connaître par cœur. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont renoncé à une formation ou à un travail. Et attention, pour 56%, parce qu'ils n'avaient pas de mode de transport personnel. C'est-à-dire, autrement dit, on va faire simple, une voiture. Et souvent, derrière, pas de voiture. Pourquoi? Parce que pas de permis. Un jeune sur deux, aujourd'hui, renonce à un job
parce qu'il n'a pas de permis de conduire. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas dans le luxe, hein, Non, on est vraiment dans le besoin primordial, et que cette génération qui te dit aujourd'hui « oui, mais la voiture, la pollution et blablabla », ben un jour ils vont se retrouver confrontés à quoi? La nécessité de trouver un job, et la première question qu'on te pose quand tu arrives à Pôle emploi, « bonjour, avez-vous le permis de conduire ?» C'est vrai. Alors tiens, d'ailleurs, on va parler évidemment aussi et pas seulement de ceux qui habitent en grande ville, hein, parce que là, quand vous êtes en grande métropole, vous avez souvent des transports en commun. Là, c'est une vraie réalité pour l'ensemble. On a des chiffres. On sait à peu près en moyenne à quel âge on a le permis en Alors, France? en moyenne en France, c'est autour de 19 ans. Donc ça D'accord. reste quand même jeune. Mais d'après Statista en 2024, 47% des 18 à 19 ans avaient le permis. Donc il y a quand même Ah, mais une ça- majorité de personnes qui n'a pas le permis. Ben, ça rejoint ce que dit Pierre. Exactement. Alors. Du coup, Pierre, alors c'est quoi les solutions? Ben, la solution, il n'y en a pas des masses dans ces cas-là. C'est qu'il va falloir communiquer différemment. Là, aujourd'hui, on est dans une ère où on explique que dans les grandes villes, on n'a pas besoin de permis de conduire et de voiture. Donc les jeunes, en fait, ils appliquent. Parce qu'en fait, ces jeunes, ils se retrouvent dans une situation où ils ont un matraquage de communication pour leur expliquer la voiture n'est pas essentielle, la voiture n'est pas essentielle, la voiture n'est pas essentielle. À l'école, on leur explique la fin du monde, Greta Thunberg. Ouais. Donc au final, pas de voiture. Et l'impasse, parce que quand t'as pas de voiture, t'es maman, t'as un gamin, tu sais comment ça fonctionne. Et puis après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une problématique d'argent, de finances. Enfin, aujourd'hui, c'est de plus en plus cher. On a une idée du prix? Oui, alors une heure de conduite, ça vaut entre 46 et 55 euros en fonction des régions, mais on se retrouve à environ 49 euros en moyenne. Voilà, ça c'est juste l'heure de conduite. Exactement. Un permis, c'est minimum 20 heures. On nous vend 20 heures, mais c'est souvent ouais, plus. C'est toujours plus. C'est toujours C'est plus. toujours plus parce qu'en 20 heures, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, sauf si on est passé par un process conduite accompagnée, qui est d'ailleurs super bien. Mais le budget, globalement, il faut s'attendre, quand on est parent, il faut s'attendre, ou même pour les jeunes, d'avoir un budget d'en gros 2000 euros hein, pour le permis de conduire, ça peut Au partir. moins 2000. Hein. Et alors, évidemment, il y a des zones où on peut minimiser un peu tout ça. Attention aux fausses promesses, s'il vous plaît. Attention aux fausses promesses de site internet, votre permis pour 1000 balles, 900 balles. Ouais, c'est pas vrai, ça marchera pas. Tiens, Donc, d'ailleurs, on est allé voir une auto-école. Allez, on vous accompagne et puis vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Le profil, hein, c'est entre 16 et 20 ans. Ceux qui passent pour la conduite accompagnée, hein, ceux qui vont directement acheter une voiture ont entre du 18 et 20 ans. Un budget autour de 5000 euros, grand max, pour une première voiture. On sait qu'on va peut-être un petit peu abîmer, qu'on prend en général la première, elle n'est jamais trop jolie, hein, expérience, voilà, c'est la seconde. Elle va frotter un petit peu. C'est possible, Ah, c'est on a possible. tous frotté une fois. Voilà. Si le jeune il doit se débrouiller un petit peu tout seul, en règle générale, on est plus autour des 3000 euros. On va être dans des budgets qui dépassent les 5000 euros si on a les parents pour aider. Sinon, non. Franchement, c'est voilà, c'est pas du tout la moyenne d'une voiture à plus de 10 000 euros chez un jeune. Enfin, j'en ai jamais vu, quoi. Merci beaucoup à cette auto-école de Moguio, pas très loin de Montpellier, de nous avoir accueillis. Mais c'est incroyable parce que 5000 euros, un jeune, c'est ce qu'ils disent quand ils vont l'avoir. Enfin, comment tu veux passer un permis et avoir une voiture correcte? Enfin, Ouais, mais c'est ça le problème. Et en plus de ça, tu vois bien, on rentre pas dans les zones à faible émission. On a rajouté par-dessus le coût du permis de conduire des contraintes, et notamment du côté de Montpellier, des contraintes pour circuler. Donc les jeunes, ils vont pas venir passer leur permis de conduire. Et ensuite, c'est l'impasse avec cette statistique donc, que je te donnais en début d'émission. Un jeune sur deux, plus d'un jeune sur deux, renonce à un job parce qu'il n'a pas le moyen de déplacement personnel, autrement dit, la voiture. Des jeunes, on en a aussi dans l'équipe de En roue libre. Il y a Jade qui est à mes côtés. Tu as quel âge, Jade? Rappelle-moi. 21 ans, Tu as perçu ton permis 18 ans pile. et tu avais quoi comme budget? Tu te souviens? À la base, j'avais économisé 2000 euros pour la voiture. Ok. J'en ai acheté une, mais évidemment, elle était en mauvais état et je me suis fait avoir. Ah mince, elle était pas, du coup, tu n'as pas pu conduire avec ni rien? Alors, j'ai conduit une semaine avec et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'huile qui fuyait et j'avais plus cher de travaux que de voiture. Donc finalement, je me suis retrouvée sans rien. Voilà, en fait, c'est une vraie réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que le permis de conduire, bah, ça a un coût parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, les moniteurs, les auto-écoles, et notre jeunesse aujourd'hui n'a plus les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Ben, on pourrait proposer une mesure simple, d'ailleurs on en parlait avec Jade, c'est que quand on travaille, on cotise à un compte personnel de formation, le fameux CPF. Ce CPF te permet de financer des formations pour accéder à des jobs, et dedans, la plus utilisée, c'est le
permis de conduire. Sauf que nos jeunes, ils n'ont pas encore commencé à travailler. Ils n'ont pas cotisé. Donc, ce qu'on propose à l'association 40 millions d'automobilistes, ce n'est que du bon sens. Bon, regarde, je suis papa, j'ai 3 enfants, j'ai 3 permis de conduire à financer. Bon, ça va faire mal au portefeuille. Mais par contre, j'ai un compte personnel de formation qui est ras la gueule, il y a tout ce qu'il faut dessus. Eh bien, pourquoi on ne permettrait pas une portabilité de ce CPF? Ah bah oui. C'est-à-dire de me permettre à moi de prendre, allez, admettons peut-être pas tout, mais la moitié de mon compte personnel de formation pour permettre le financement des permis de conduire de nos gamins. Très bonne idée. Ça permettrait d'abaisser le coût du permis de conduire. Promesse du président de la République, Emmanuel, pas tenu cette promesse-là. Pour baisser le coût du permis de conduire, il y a 2 solutions. Soit on demande aux auto-écoles d'être sur la paille, ça marche pas. Ah bah non. Deuxième option, on utilise la portabilité du compte personnel de formation. C'est la mesure qu'on pousse, c'est une mesure qui me paraît pertinente, intelligente, facile à faire. Et ça fait du bien à la croissance, à l'économie, à l'emploi. Et on va y retourner, on va demander à nouveau cette portabilité du compte de formation parce qu'on estime que c'est le moyen de permettre à des jeunes de retrouver du boulot. On a la stat, maintenant elle est pour nous, 56% des jeunes renoncent à un job ou une formation parce qu'ils n'ont pas de bagnole. C'est pas Et pas le acceptable. permis en général. Ouais. Et pas le permis, ça va. Et ça, c'est une très très bonne idée. Tu nous tiens au courant de la part de 40 millions d'automobilistes. C'est vous qui nous regardez en roue libre ce matin, là, pour la première diffusion ce dimanche. N'hésitez pas, dites-nous. Hein. Dites-nous si vous avez passé votre permis, si ça vous a coûté cher, si vous avez dû ne pas le passer, si vous avez eu des difficultés. Voilà, quel que soit votre âge. D'ailleurs, que vous nous regardiez en direct, pour la première diffusion de ce dimanche matin ou en replay tout au long de la semaine sur YouTube. Bon. Mais tu sais qu'avant c'était gratuit le permis pour certains. Rappelle-toi la génération qui le passait. Moi, hein. La génération qui le passait à l'armée. Ben oui, mais il n'y a plus d'armée. Bah oui, mais il n'y a plus de permis. Gratuit. J'ai une petite astuce quand Ouais. même. Ah. Pour les apprentis et les élèves de lycée pro, on peut avoir une aide de 500 € pour le permis. Ah, Et c'est ça, pas c'est pas négligeable. très très connu. Donc en fait, il suffit d'aller voir son école, il vous donne les papiers nécessaires, vous remplissez par la suite. Une fois qu'on c'est donne bien. les justificatifs, une aide de 500 € arrive Ah et bah, c'est quand c'est même pas bien. négligeable. Apprenti, Et élèves de lycée pro. Très bien. pas mal, 500 balles. Pas C'est mal. déjà bien. Faites la demande. Hein. Vous l'avez compris, 40 millions d'automobilistes va aussi se préoccuper de ce sujet. Très bonne idée pour le CPF, ce qui ne va pas nous empêcher dès maintenant de partir en petite vadrouille. Les fêtes de Noël arrivent et pour ça, l'équipe de En Roue Libre, surtout avec Jade, ont décidé de nous faire un joli petit cadeau dès maintenant. Exactement, donc je suis allée au Porsche Experience Center au Mans Ouais. et j'ai découvert un petit quelque chose qui, je pense, peut donner envie pour Noël. De donner envie de l'offrir. Oui, exactement. Allez, Une on y Porsche. J'aimerais bien, mais pas à ce point-là quand même. va. Allez, c'est parti, on va au Porsche Experience. Center. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, je vous emmène découvrir ce que nous, automobilistes, on peut faire au Porsche Experience Center. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et toi? Super. Est-ce que tu peux te présenter et me parler un petit peu de ce que tu fais ici? Alors moi c'est Charlotte, je suis la responsable marketing du centre et je travaille ici depuis 2018. Ok, super. Et est-ce que tu peux me parler du coup un petit peu du lieu? Quand est-ce qu'il a été créé? Pourquoi? Alors le lieu a été créé en juin 2015. L'idée c'était vraiment de proposer une vitrine de la marque. Donc l'idée c'est de vraiment avoir un lieu pour faire des expériences Porsche sur le circuit des 24 heures du Mans. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on ne fait pas du tout de vente de véhicules ici, c'est vraiment pour prendre du plaisir et vivre des expériences un peu hors du commun. C'est super, donc vraiment pour les passionnés de voitures et surtout de Porsche, c'est le lieu où aller. Exactement. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qu'on fait ici, de cet endroit-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous avez ici une boutique et ensuite on va proposer de multiples expériences, aussi bien pour les particuliers, donc tout ce qui va être stage de pilotage, service de location courte durée Porsche Drive, et aussi on va proposer des événements et des séminaires ou des journées pour les clients de la marque. Ok, super. Et ce beau décor, c'est toi qui l'as fait? Oui, exactement. L'idée, c'est qu'on essaye de proposer à chaque fois des décos un peu sympas en fonction des nouveautés produits et aussi des saisons. Donc là, on a la chance d'avoir le tout nouveau Macan électrique dans notre décor d'automne. C'est super. C'est la fin de cette petite vadrouille, j'espère que ça vous a plu. Attends Jade, tout à l'heure on parlait de cadeaux, regarde ce que j'ai là. Ben merci, qu'est-ce que c'est? Une expérience de pilotage? On aura peut-être l'occasion de voir ça dans une prochaine petite vadrouille. En tout cas, merci beaucoup Gabin. Et on se retrouve bientôt dans la petite vadrouille. À très vite.
Et c'est un nouveau rendez-vous que nous propose Gabin aujourd'hui et j'ai la sensation que tu vas nous apprendre des choses. Bon, nouveau rendez-vous s'appelle Le Saviez-vous et aujourd'hui, le saviez-vous, ça va être une question très simple. Pour vous les filles, quel est le record d'excès de vitesse jamais enregistré? Ah, donc tu veux dire par là une voiture qui a été très très vite, qui a été flashée ou une moto? C'est ça. Le record d'excès de vitesse. Jamais flashé. Ouais. Bah, au-delà de 200, toi t'en dis quoi? Ouais, C'est plus. un peu plus que 250 même je pense. C'est plus. Ah, ça serait plus 300, genre une bonne Ferrari ou quelque chose comme ça? C'est plus. 350 C'est plus. 500? Non, un peu moins quand même. 400 Ouais, on s'approche des 400. Sur une route belge, alors là, fallait le faire. Hein. Vache. Ouais. Alors, on sait qu'à cette vitesse-là, la vision c'est ça. Donc n'essayez jamais, c'était à bord d'une Bugatti Chiron. Ah, Sur une fameuse route Bugatti. belge. Alors, l'automobiliste a été flashé à 413 km/h, mais avec la législation, on baisse de 6%. Il a été retenu à 388 km/h. C'est énorme. Il a pris un retrait de permis de 5 ans et une amende de 4000 € d'amende. Ouais, enfin bon, t'as vu un peu la vitesse sur une nationale, non? Ah non, mais c'était sur une autoroute Une autoroute belge. belge. Mais quand même, quoi. C'est énorme. Et les autoroutes belges sont limitées à 120 km/h. Donc là, il était. En plus. 300, bon, on va dire 400 km/h. Et toi, tu dis en fait qu'à cette vitesse-là, notre champ visuel se réduit beaucoup. Ah, et- mais le champ visuel à cette vitesse-là, c'est ça. On voit que ça, quoi. On voit pas sur les côtés, on n'a pas le temps de Wow. regarder. Et il faut à peu près 1 km pour s'arrêter derrière à cette vitesse-là. Tu m'étonnes que c'est hyper dangereux. Mais pourquoi il n'a pas allé sur un... Enfin, s'il veut se faire plaisir, il va sur un circuit. Exactement. C'est la question que je me suis posée, mais bon, avec Là, c'est une quand Bugatti même- Chiron, bon, c'est pas à faire, mais une voiture comme ça pousse à la vitesse. C'est clair. Et la vitesse maximale d'une Formule 1 qui a été enregistrée, c'est 397 km/h. Donc lui était à 413 km/h, c'est-à-dire qu'il allait plus Il était vite plus qu'une vite. Formule 1, les voitures les plus rapides du monde. Ça. Bon, bah en tout C'est cas, bien. merci. J'aime bien ce nouveau rendez-vous. Le Ça va. saviez-vous? Ouais, c'est cool, on apprend On des nous apprend trucs. des petits trucs. Ouais. Bon, en même temps, nous, on n'aura jamais une Bugatti Chiron. Non, je pense pas. Oh bah je nous le souhaite. Hein. Ouais, là, je crois qu'elle est très très chère. Puis je suis pas sûre qu'on aille aussi vite que cette personne. Non, mais en tout cas, merci. 388 km/h. Ouais. Waouh. Oh, j'en reviens pas. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, eh bien, on va voir s'il était assuré ou pas, je ne sais pas. Mais c'est notre rendez-vous bonus assuré et on retrouve Jade tout de suite. Vous l'avez peut-être déjà payé quand, par exemple, il a fallu changer votre pare-brise ou suite à un accident, on a payé une franchise. Mais en fait, c'est quoi une franchise, Jade? Bah justement, j'ai été poser la question à Olivier Moustakakis de assureland.com et comme d'habitude, il m'a répondu. Bon, bah allez, on le rejoint tout de suite. Aujourd'hui, je me posais une question, je voulais savoir c'est quoi une franchise? Alors la franchise dans un contrat d'assurance, c'est en fait le reste à charge. C'est-à-dire que si tu as un sinistre et si tu es indemnisé, eh bien, il y a une partie qui sera à ta charge. C'est justement le montant de la franchise. Donc pourquoi les assureurs ont mis en place ce type d'éléments au sein des contrats? Bon, déjà, il faut savoir que ce sont des éléments que tu peux faire varier. Hein. Plus tu auras une franchise importante, moins ta prime sera élevée. Hein. Donc ça, c'est des choses que tu peux discuter avec ton assureur. Et c'est aussi pour responsabiliser les gens. C'est pour qu'en fait, ils soient responsabilisés et qu'il n'y ait pas un monstre, une tonne de sinistres. Voilà, c'est un outil de responsabilisation des conducteurs. Ok, et le montant de la franchise donc change en fonction de l'assurance Soit, suivant les contrats, ce sont des franchises qui sont fixes. Tu peux avoir une franchise de 500 €, 1000 €. Alors, la franchise en plus peut être différente hein, d'un risque à l'autre et d'une garantie à l'autre. Tu peux avoir une franchise pour le vol, pour l'accident, pour l'incendie. Donc ça peut varier. Donc soit ce sont des montants forfaitaires fixes, soit ce sont des pourcentages qui sont exprimés. C'est-à-dire que ça va être un pourcentage du montant de l'indemnisation. Ça peut être 5%, 10%, 15%. Donc ça, il faut bien lire son contrat et c'est indiqué clairement dans son contrat d'assurance. Et est-ce qu'il est possible de négocier sa franchise avec son assureur? Alors bien évidemment, tout est négociable avec son assureur et notamment le montant de sa franchise. Donc on peut décider, si tu es une très bonne conductrice et que tu as peu de sinistres, tu peux décider et appeler ton assureur en disant « moi je voudrais que ma franchise soit augmentée », ce qui va faire baisser mécaniquement ta prime d'assurance et la cotisation que tu payes annuellement, ou au contraire la faire baisser. Et puis il y a des contrats aussi sans franchise, voilà, qui coûtent beaucoup plus cher, où là tu es remboursé au premier euro. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup Olivier et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est terminé pour notre rendez-vous en roue libre. Merci Gabin. Merci. Merci Jeanne. Merci à toi. Merci aussi à Lenny qui était derrière les caméras et qui fait l'habillage de cette jolie émission. Vous savez, les petits graphismes, voilà, c'est très sympa. Puis merci à Pierre qui est loin là-bas, derrière. Quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine à partir de dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous. Celui-ci est tout neuf pour la semaine. Parlez-en, abonnez-vous, partagez au maximum, regardez sur YouTube et puis vous nous envoyez un petit courrier. Vous n'hésitez pas. Enfin, un courrier. Je
Je parle comme ma mamie. On n'est plus à l'ancien temps. Bah non, c'est ça, un mail ou une réaction ou un message si vous voulez qu'on parle de sujet ou si vous avez envie de nous faire un petit peu des petits mots comme ça sur l'émission. À dimanche prochain et bonne journée à tous.